lorsqu'on est en couple, on traverse plusieurs phases. Et la première phase, c'est la phase de passion. Et dans cette phase de passion, eh bien, on a ce qu'on appelle une collusion. C'est une entente secrète dans chaque membre du couple. Et chaque membre du couple, en fait, se met d'accord inconsciemment sur un thème particulier. Par exemple, sur le cycle de la passion, le lien, ça va être la fusion. Puis après, il y a la dépendance affective qui arrive. AVS avec Philippe Robichon. À votre bonne santé à tous, ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Nadia Elbouga est avec nous. Bonjour Nadia. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Sage-femme et sexologue clinicienne. Vous êtes avec Patrick Soulaille. Hola Patrick. Hola Patrick. Hola Philippe. Hola moi-même. Appelez-moi par mon prénom si vous voulez bien. Hola Philippe. Hola Nadia. Bien, vous commencez par soi. Ouais. Charité bien ordonnée. Qu'est-ce qu'il y a, Charité ? Bien ordonnée, commence par soi. Voilà. Bon, formateur en process communication. Je salue madame votre mère, je dis votre fils aujourd'hui, il est dans un seau. Je ne sais pas ce qui s'est passé Patrick. Non, il ne s'est rien passé. C'est tôt le matin pour vous. Non. Vous voyez la légende, ça commence. C'est comme ça qu'on commence les légendes. Non, c'est pas tôt le matin. Là vous êtes en train de nous dire que vous avez fait 20 km, que vous avez lu 2 livres, non ? Non, j'ai pas fait 20 km, mais 10, déjà, c'est pas mal. Voilà. Voilà. J'ai lu un bouquin, oui. Mais après, est-ce que le visage suit ce qu'on fait ? Bon, ça, c'est encore autre chose. On va parler d'un sujet à la mode qui s'appelle la dépendance affective. On va se méfier un petit peu des sujets à la mode. On va essayer de déconstruire ce qu'il y a derrière tout ça. Il y a beaucoup de confusion. Mais Patrick, vous avez consacré une vidéo à la dépendance affective et vous dites que c'est un passage obligé et que c'est une période à laquelle chaque couple fait face. Ouais, important de parler de ces sujets-là parce que en fait, c'est important d'acquérir, selon moi, ce qu'on appelle une intelligence amoureuse. C'est arrêter d'être dans des clichés qu'on nous vend parce que il faut faire des films ou parce que c'est comme ça qu'on vend les couples. Mais en fait, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que lorsqu'on est en couple, on traverse plusieurs phases. Et la première phase, par exemple, c'est la phase de passion. Et dans cette phase de passion, eh bien, on a ce qu'on appelle une collusion. Une collusion, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des liens inconscients. C'est une entente secrète dans chaque membre du couple. Et chaque membre du couple, en fait, se met d'accord inconsciemment sur un thème particulier. Donc là, par exemple, sur le cycle de la passion, ça va être le lien, ça va être la fusion. Ça veut dire que dans ce cycle de passion, on va s'aimer, on va tout. Tu vas être parfait, je vais être parfaite. Et ça, c'est une entente secrète. Puis après, il y a la dépendance affective qui arrive. Mais la dépendance... Forcément. La dépendance affective arrive pourquoi ? La dépendance affective arrive parce que dans ce cycle de passion, eh bien, le 1 plus 1 est égal à 1. Donc, en fait, chaque membre du couple n'est plus un individu, en fait. On réfléchit qu'à travers l'autre. Et donc, en fait, lorsqu'on est un couple, et c'est ce qu'on nous dit pas dans les films, parce que le générique arrive, c'est que lorsqu'ils sont ensemble, après, chacun va essayer inconsciemment ou consciemment de redevenir qui on est, en fait. Et donc, dans cette phase de dépendance affective, il y a un déséquilibre qui se crée. C'est-à-dire qu'on sort de ce moment où tout est beau, tout est joli, et on a toujours ces phrases « Non, mais j'ai l'impression que je l'aime plus qu'il m'aime » ou « Elle a changé » ou quoi. Parce qu'on est sorti de ce cycle un peu idyllique. Donc on passe tous par là et... Alors on a commencé à en parler, mais j'aimerais simplement qu'on définisse pour tout le monde ce que c'est que la dépendance affective. Moi, c'est surtout le mot dépendance que j'aimerais bien qu'on définisse, parce que la dépendance, on l'a pour les addictions. Est-ce que la dépendance dans la dépendance affective, c'est la même chose, Nadia ? En fait, je rejoins ce qu'a dit Patrick un instant. La dépendance, en fait, au sens large, la dépendance affective au sens large, c'est quelque chose de normal chez l'humain. Un enfant, quand il naît, quand il grandit, il est dépendant de ses parents. On a négativé ce terme, alors que c'est un terme à la base qui ni négatif ni positif. C'est une réalité en fait émotionnelle. C'est-à-dire qu'au départ, pour évoluer, il y a une dépendance dans les besoins vitaux, qui est là, qui est présente. Sinon, l'espèce, en tout cas, nous ne sommes pas des êtres vivants autonomes.
quand on arrive au monde. On est dépendant. Ne serait-ce que pour manger déjà. Exactement, pour manger, pour tous les besoins, les besoins vitaux, on a besoin d'un être comme nous pour pouvoir nous accompagner. Alors nous, on transpose ça au couple aujourd'hui. Dans le couple, c'est un peu la même chose, sauf que la confusion qui est faite en fait actuellement, c'est que on parle de dépendance comme une pathologie. Or, en psychiatrie, alors on utilise d'ailleurs Patrick le dit très bien dans sa vidéo que je vous conseille d'aller regarder. Tu dis qu'il y a 2 termes qui sont à la mode, c'est le pervers narcissique et la dépendance affective. Et effectivement, on utilise ce terme-là en fait de façon galvaudé. Oui, c'est galvaudé. On l'utilise pour tout et voilà pour tout en fait. Et c'est une erreur parce que les psychiatres le disent clairement. Eux, d'ailleurs, ils ont une terminologie qui est bien précise parce que dépendance affective, en fait, on le retrouve ni dans le DSM ni dans la classification. Alors le DSM, pour ceux qui nous écoutent, en fait, Nadia. C'est une classification de toutes les pathologies, de toutes les psychopathologies, donc qui est une classification américaine. On a aussi une classification française, mais voilà, c'est, on va dire, la référence de toutes les typologies psychopathologiques qui existent. Et dépendance affective, si vous ouvrez le DSM, par exemple, ça n'existe pas. Il y a des troubles de la personnalité, et ça, c'est une terminologie psychiatrique, et avec les troubles de la personnalité dépendante, avec, moi je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue, mais je peux vous dire que quand on va consulter le DSM, les étiologies, c'est-à-dire les causes de et les symptômes de cette pathologie psychiatrique sont précises. Quand nous, on parle de dépendance, donc on va utiliser malheureusement un terme qui est galvaudé, mais on va lui redonner, entre guillemets, Alors ça peut ne pas être dans le DSM, mais ça peut être trop tôt, ça y sera peut-être un jour. En tout cas, oui. ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'aujourd'hui, en termes de dépendance, ça n'y est pas, c'est pas répertorié. Oui, c'est pas répertorié comme on en parle maintenant, en fait. C'est-à-dire que les troubles de la personnalité dépendante sont répertoriés. La dépendance affective, comme on va en parler nous, qui est quelque chose qui fait partie d'un processus normal dans le développement humain, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Ça, on pourrait échanger le terme si vous voulez. En fait, c'est le terme qui est pas adapté, tout simplement. C'est le terme qui n'est pas adapté et parfois même certaines descriptions qui ne sont pas adaptées. C'est-à-dire que si vous allez sur Internet et que vous tapez dépendance affective, vous allez voir qu'il y a 1001 articles qui finalement vous décrivent des troubles de la personnalité dépendante et pas du tout la dépendance affective au sens physiologique du terme. Et là, on ne parle pas non plus d'un couple fusionnel. Hein. Non, pas du tout. Pas du tout. Ce que moi je tiens à dire aussi également, c'est que aujourd'hui on parle de dépendance affective comme un état, comme on se définit comme ça. Je suis dépendant affectif. Non, en fait, comme un état figé. Comme un état figé, exactement. Non. Peut-être que tu as un problème lorsque tu es en couple et lors de cette période-là. Oui, peut-être que tu as un problème, tu ne sais pas comment faire. Peut-être que et ça aujourd'hui, on sait que c'est lié à l'enfance, on sait que c'est parce que tout se rejoue à chaque fois en fait. Puisque lorsqu'on est en couple avec quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on rejoue nos propres peurs sont en train de se rejouer. Il y a des choses vraiment qui sont bien plus ancrées en fait. Et on reste pas dans cet état-là. Mais Patrick et Nadia, moi j'aimerais qu'on termine en gros sur la définition. Donc, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de dépendance affective aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il serait plus juste de dire comme appellation, par exemple, pour vous? Si je vous dis, par exemple, c'est quelqu'un qui ne peut pas vivre sans son conjoint, est-ce que c'est ça ou pas? Oui, moi honnêtement là, j'ai pas de terme précis qui me viendrait en tête parce que tout simplement, si vous voulez, avec la façon dont c'est expliqué, dépendance, c'est un terme qui convient très bien en réalité. C'est juste que juste que de nos jours, dépendance devient compulsion. Il y a un monde entre la dépendance et la compulsion. C'est pas la même chose. Si vous voulez, la dépendance, elle devient pathologique si ça envahit votre quotidien, si c'est répétitif, si vous fonctionnez que sur ce mode-là. Oui, là, la dépendance, on peut le prendre du versant négatif. Par contre,
si je suis, je vais prendre un exemple en dehors du couple, hein, si je suis dépendante de mon véhicule parce que pour me déplacer d'un point A à un point B, il me faut ce véhicule-là, et qu'il tombe en panne, je trouverai une autre façon de me déplacer. Mais j'en ferai pas toute une maladie parce que mon véhicule n'est plus disponible. Donc, faisons attention aux termes. C'est là-dessus en fait qu'on souhaite mettre l'éclairage. Mais on peut continuer à parler de dépendance affective. Pour moi, ça me dérange absolument pas. Quel lien vous faites entre l'attachement et la dépendance, par exemple ? Alors, moi pour ma part, comme je disais, effectivement, ça c'est un bon terme par exemple. Ouais. L'attachement, c'est ce qu'on disait précédemment. Hein. Tout le monde passe par un état d'attachement d'une manière ou d'une autre. D'accord ? Si vous voulez, là où la dépendance commence à devenir un peu négative, c'est quand elle fonctionne que dans un sens. On parle d'interdépendance dans un couple, et pourtant il n'y a pas de connotation négative. C'est-à-dire que voilà, il y a toi, il y a moi, et puis il y a quelque chose qui circule entre nous, et dans cette circulation, il y a un moment d'autonomie et un autre moment de fusion. Et ça, en fait, c'est un équilibre dans un couple. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on peut être complètement fusionnel, et c'est très bien parce qu'on renforce l'attachement. Et puis, il y a d'autres moments où on a besoin d'une autonomie, où on a une indépendance. Mais cette indépendance, elle n'est pas constante. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est dynamique. Il y a toujours ce mouvement de va-et-vient dans la relation. Donc attachement, dépendance, oui. L'attachement, c'est quelque chose qui serait pour moi à la racine. Et puis la dépendance, j'en parlerai plutôt en termes d'interdépendance, donc quelque chose qui circule. Là où ça devient compliqué, et c'est en ces termes-là qu'on retrouve surtout les complications de la dépendance affective, c'est quand elle est unilatérale et que du coup il y a un déséquilibre dans le couple. Alors Patrick, un conjoint des deux est trop attaché. Voilà, en fait c'est le trop, exactement. C'est le trop qu'il faut analyser dans cette terminologie. Patrick l'a très bien dit, dans l'évolution d'un couple, il y a cette phase de lune de miel, donc la première étape de la constitution du couple, où on est dans une dépendance affective, et tant mieux, parce que c'est justement cette fusion, et c'est le moment où en fait où l'un et l'autre apprennent à se connaître, apprennent à s'apprivoiser, et puis ensuite vient cette deuxième étape, qui est la lutte des pouvoirs, où, si vous voulez, normalement, dans un couple équilibré, les deux passent, alors pas au même moment, ça c'est encore, il faut déconstruire ce mythe, c'est comme le mythe de l'orgasme de l'orgasme concomitant, faut arrêter 5 minutes, donc ça peut arriver, mais c'est pas, faut pas chercher tout le temps. Donc il y a ce moment-là où en fait il y a cette séparation qui s'opère, cette séparation psychique, comme l'enfant vis-à-vis de ses parents d'ailleurs, à un moment donné, on a besoin de se différencier de l'autre. Pourquoi ? Parce qu'il y a un retour à qui je suis réellement, et donc la réalité de l'autre apparaît, et l'autre idéalisé s'amoindrit. On l'a dit tout à l'heure, être attaché à sa ou son partenaire, c'est normal. Oui, parce que je reviens juste sur la psychopathologie, donc le trouble de la personnalité dépendante. Il faut savoir qu'il y a, alors après, les pourcentages, c'est toujours fonction des études, mais on peut dire que les chiffres que j'ai retrouvés, c'est entre 0,5 et 2% de la population qui sont atteintes de troubles de la personnalité dépendante. Par contre, des personnes qui peuvent se retrouver en situation de dépendance affective, il y en a beaucoup plus. On est tous concernés, en fait, à un moment ou à un autre. Et c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que tout à l'heure, Nadia parlait d'équilibre. Et en fait, pour pouvoir être un moment en fusion, pour pouvoir être un moment en dépendance, pour pouvoir être un moment, en fait, en conflit, qu'on arrive à gérer, on est obligé de passer par tous ces cycles pour les avoir vécus, les avoir compris, et en fait avoir trouvé à deux les solutions. C'est là qu'on atteint l'équilibre. C'est pour ça que passer par la phase de dépendance, c'est important et c'est nécessaire et c'est inévitable. Donc en fait, ce qui nous fait du mal aujourd'hui, c'est qu'on pense qu'en fait, lorsqu'on est avec quelqu'un et que on est certain d'avoir trouvé la bonne personne, on n'aura pas ces problèmes. Alors que si, vous allez avoir ces enjeux, parce que en fait, le souci, il est au départ, c'est que lorsqu'on se met avec quelqu'un et qu'on se met dans la tête que cette personne va régler nos problèmes,
et de toute façon, là, vous racontez une belle histoire et vous allez voir que lorsque ces chaussettes vont être trouées, je reviens toujours aux chaussettes. Ça, il faudrait qu'on en parle, parce que la chaussette, c'est quelque chose, alors je sais pas si c'est vécu. Ouais. Vous avez un problème de trou au niveau des chaussettes? Non, plus maintenant. Ah, d'accord. Plus maintenant. Parce que vous avez quelqu'un qui vient vous raccommoder vos chaussettes. Hein, qui règle vos problèmes, en fait. Non, exactement. Mais lorsque en tout cas, le quotidien reprend le dessus, eh bien, les premières pensées, c'est peut-être je me suis trompé sur elle ou sur lui. Le mythe qui s'effondre. Exactement. Alors que non. En fait, non. Là, vous êtes en train la réalité, c'est ça. La réalité, c'est que on est obligé de passer ensemble, ce chemin pour pouvoir atteindre cet équilibre. Mais du coup, on est obligé de marcher ensemble. Donc, de passer dans cet état de dépendance. Par définition, l'amoureux ou l'amoureuse est indépendant. Enfin, est une personne dépendante. Voilà, parce qu'on peut l'entendre sinon... Oui, parce qu'alors, indépendant, ça pourrait s'écrire en un mot. Alors oui, c'est pour là, ça vous l'écrivez en deux mots. Voilà, exactement. Et donc, est une personne dépendante. Est une personne dépendante. Alors, quelles sont les origines de cette dépendance affective? Est-ce que ce sont des origines qu'on doit rechercher à l'enfance? Oui, effectivement, on peut, les raisons en tout cas les causes de la dépendance affective, effectivement, ça peuvent être expliquées par le manque affectif. Donc dans l'enfance, un enfant qui n'aurait pas ressenti en fait la tendresse, comment dirais-je, l'affection, en fait, j'en cherchais un autre terme, mais l'affection de ses parents, ça ne veut pas dire que ses parents n'étaient pas forcément affectueux. Attention, c'est la perception que l'enfant a eue de la situation, de la relation en tout cas avec ses parents. Donc ce manque affectif peut effectivement générer des frustrations chez cet enfant-là qui, à l'âge adulte, s'exprime par cette recherche de vouloir combler justement ce vide affectif chez l'autre, donc la personne aimée. Ensuite, il y a le manque de reconnaissance. Donc c'est des personnes en fait qui dans leur enfance n'ont pas été, comment dirais-je, les parents en fait n'ont pas fait un schisme entre l'enfant idéalisé, enfin l'enfant idéal et l'enfant réel, et du coup ils ont transposé leur désir chez l'enfant, et donc finalement cet enfant-là n'a jamais assouvi le désir de ses parents, donc il n'a jamais fait bien, bien entre guillemets, comme en tout cas la représentation de ce qui est bien de ses parents, et donc ça donne un adulte après qui est tout le temps en recherche de reconnaissance vis-à-vis des autres. Le manque aussi de contact positif et de valorisation. Ce sont très souvent des personnes qui n'ont pas été valorisées, que ce soit verbalement ou même corporellement. C'est-à-dire, il y a eu très peu de retours ou pas de retours en fait positifs ancrés chez ces personnes-là. C'est ce qu'on retrouve la plupart du temps. Et on peut avoir aussi les mêmes stades, en fait, les mêmes stades d'évolution de l'enfant, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'en process communication, le docteur en psychologie Taibi Keller, il a pu matérialiser quand est-ce que les types de personnalités se créent. Et en fait, c'est à plusieurs stades de développement de l'enfant. Et dans ces stades de développement, en fait, l'enfant se développe à cause d'une non-réponse émotionnelle. C'est quoi, c'est 3, 6 c'est quoi C'est 0-9 mois, stade de la dépendance, c'est 9-18 mois, stade du contact, c'est 18-24 mois, stade de la confiance, 24-36 mois, stade des solutions, 36-48 mois et 48-60 mois. Donc, attends, parce que 60 mois, ça fait quoi? Ça fait du 5 ans. Ça fait de 5 ans. Ce qui veut dire que ça se joue plus tôt que tout ce qu'on nous a dit jusqu'à présent. Bien sûr, bien sûr. En fait, à chaque phase, à chaque stade, en fait, il se joue des problématiques émotionnelles. Des problématiques émotionnelles, et comme le disait Nadia, c'est pas parce que les parents ne font pas bien, c'est parce qu'en fait, c'est l'interprétation de l'enfant et le bagage des parents aussi, parce qu'ils font avec ce qu'ils peuvent faire ces parents-là, avec leur propre vécu. Exactement, puisque eux-mêmes ils font avec leur histoire. Donc ils ont un bagage, ils essaient de se servir de ces outils-là. Et à partir du moment où l'enfant, on est dans ce stade de développement, l'enfant, lui, il va chercher des réponses émotionnelles. Et nos différents stades de personnalité vont se créer à cause de la non-réponse, en fait. Et donc, la dépendance affective, c'est ça qui se joue. On est dans cette insécurité de cette non-réponse. Et donc, on se
se dit, l'autre, il faut qu'il réponde à ça, il n'est pas en train de me voir là. À la base, il y a quand même une insécurité. Oui, bien sûr. Alors, je vais utiliser le mot quels sont les symptômes, même si peut-être que le mot symptôme n'est pas adapté. Comment est-ce que ça se manifeste que la dépendance affective pour celle ou celui qui est dépendant? Pour celle où, là par exemple, si moi je prends le prisme de la process communication, la personnalité en base rêveur, lui il a une problématique émotionnelle qui est l'autodirection. D'accord, il sait pas, il est en incapacité de se dire je peux faire les choses. Donc lui, comment ça va se matérialiser, c'est qu'il va être en incapacité de prendre des décisions dans le couple. Il va souvent être suiveur, ou laisser l'autre faire les choix. Voilà, il va attendre que l'autre fasse les choix et puis il va attendre aussi que l'autre le comprenne parce qu'il va avoir du mal à s'exprimer en fait. Après, on a de 9 à 18 mois, on a le stade du contact qui est lié au type, à la personnalité promoteur, qui lui, sa problématique émotionnelle, ça va être le lien. Donc, en fait, il va avoir du mal à créer de l'intimité. Donc, quand il va être dans le stade de dépendance affective, en fait, il va avoir peur. Il va avoir peur parce que sa problématique, c'est le lien. Il va avoir peur qu'on le trompe. Il va avoir peur qu'on le laisse. Il va avoir peur donc, il va tester assez brutalement le partenaire sur le lien. Donc il va dire mais attendez, parce que là vous êtes en train de nous parler d'un stade où il est enfant. Ouais. Donc ce qui veut dire que ça se retrouve à l'âge adulte, c'est ça? C'est que lorsqu'on est enfant en fait, on va ressentir des choses, c'est-à-dire qu'on va avoir je donne souvent cet exemple en séminaire, c'est que on peut être enfant, on est le premier de la fratrie et on a un frère qui arrive ou une sœur qui arrive. On nous a pas expliqué. Et on se rend compte, en fait, et on va se raconter une histoire, on va se dire, mais le frère ou la sœur a plus d'importance que moi. Donc, on va avoir tendance à tester les parents pour voir s'ils nous aiment encore. Et lorsqu'on est en base promoteur, on va avoir tendance, dans ce cycle de dépendance affective, à faire la même chose avec notre partenaire. On va tester pour voir si tu nous aimes, si tu m'aimes vraiment ou pas. Parce que moi, en fait, ce qui se joue, c'est que moi, j'ai eu un petit frère ou une petite sœur et il a pris ma place, en fait. Est-ce que tu vas m'abandonner pour l'autre ou est-ce que tu vas continuer à m'aimer ? Exactement. On est dans des choses qui se rejouent tout le temps. Et si on prend le stade de la confiance, il est plus lié à la personnalité en base persévérant. C'est peur d'être à la hauteur. Ok. Donc et en fait il va toujours tester, il va toujours se poser la question, est-ce que tout ce que je fais, est-ce que je suis digne de confiance, est-ce qu'elle a confiance en moi, est-ce que on voit mes compétences, est-ce qu'elle voit tout ce que je fais pour elle, donc ou lui, tout ça va être tout le temps à être questionné. Mais parce que à l'enfant c'était pareil. Ok. Et puis après. Et puis il y a une notion de valeur aussi. Exactement. Ouais. Les valeurs aussi, ouais. exactement. Est-ce que je vaux la peine Est-ce que je vaux la peine? Exactement. Quand je parle de confiance, c'est tout ça. C'est valeur. Je vaux la peine. Est-ce que je suis quelqu'un sur lequel on peut compter? C'est exactement ça. Puis on a le stade des solutions pour la personnalité en base travail-man. Lui, ça va être sa problématique émotionnelle, ça va être le chagrin, qui est lié à toute perte. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on est enfant, on a dû perdre quelque chose, voilà, et on a été triste et les parents n'ont pas pu dire, n'ont pas mis de mots en fait, selon l'enfant bien sûr, selon l'interprétation de l'enfant, oui. Dans la perception de l'enfant, et n'ont pas mis de mots assez clairs pour lui dire là tu es en train d'être triste en fait. Donc lorsqu'on va être plus grand en dépendance affective, on va avoir tendance à tout contrôler. Voilà, on va tout contrôler pour que la relation se passe comme ça doit être prévu. Et pour ne rien perdre. Et ne rien perdre. Toi, tu vas pas me lâcher. Mais je vais pas te dire qu'en fait, je suis triste. Parce que je sais pas ce que c'est. Je sais pas comment exprimer le fait que je suis... C'est des personnes qui sont perçues comme hyper contrôlants sur d'elles, alors que c'est justement la... Exactement, parce qu'en fait... Quand on parle de problématique, exactement, quand on parle de problématiques émotionnelles, on parle vraiment de choses très profondes. Donc, ne pas savoir exprimer la tristesse, c'est quelque chose de très très violent. Donc, quand on est dans cet état, on fait comme on peut, comme on a toujours fait. On dit, moi, je fais comme on a toujours fait. Et
D'où l'importance d'apprendre à vos enfants à exprimer leurs émotions, toutes leurs émotions dès le plus jeune âge. Hein. Exactement. Et c'est vrai que la tristesse, il y a des enfants qui veulent pas avoir l'air tristes. Alors, leur apprendre et puis les autoriser. Parce qu'on peut très bien leur apprendre et en fait, dans son fonctionnement, on n'autorise pas l'autre finalement. Mais exprime-toi, mais en fait, on est quelque part castrateur ou castratrice de l'expression de l'autre. On dit, mais on fait l'inverse. Ouais. Donc, c'est ce qu'on retrouve très souvent. Souvent, on leur dit non, mais tu pleures pas, c'est rien. Non, mais si, ils pleurent. Énerve-toi, crie, râle, exprime-toi et oui, il faut râler. Les enfants, ils ont le droit de râler. C'est important qu'ils râlent parce que justement, le fait, tout ce qu'on vit, on va refaire toujours la même chose. Donc là, on a le stade de dépendance aussi pour la personnalité. Et ça, c'est immuable. Ça veut dire qu'en fait, tout ce qu'on vit à l'enfance, on le reproduit forcément à l'âge adulte. Alors. Pas forcément. Là, je dis, j'énumère tous les stades de dépendance, tous les stades de développement. Ok. Si je prends la carte du monde de process, c'est qu'on a tout en nous. Par contre, ce qu'on a dans notre base, eh bien, c'est notre base de personnalité. C'est vers quoi on revient tout le temps. Quelles sont les difficultés de celles et ceux qui souffrent de dépendance affective pour vivre? Ils sentent déjà comme si c'était une malédiction, un peu seul, un peu abandonné. C'est assez profond, hein. Et puis en plus, selon le type de personnalité, on peut avoir aussi, on sait pas comment l'exprimer, donc ça peut créer aussi des conflits sans qu'à la base ça soit l'intention en fait. Donc on est vraiment dans un espèce de sentiment d'isolement qu'on ne peut pas expliquer et un peu comme si ça nous tombait sur la tête quoi. Donc voilà. Des personnes aussi qui ont peur du désaccord. Donc très souvent, il y en a beaucoup de dépendants et de dépendantes affectives. Du coup, parce qu'effectivement, c'est des personnes qui vont très souvent aller dans le sens de ce qui est dit en face. Et ils ne vont pas exprimer leur véritable et profonde opinion. Déjà parce que très souvent, ils se sont pas questionnés ou très peu. Ils n'ont même pas osé se questionner sur réellement ce qu'ils souhaiteraient, de peur finalement de ne pas satisfaire l'autre et donc de faire fuir la personne envers laquelle ils sont dépendants. Donc c'est des personnes qui ont quand même assez peur du désaccord. Ouais. Assez peur du désaccord, mais parce que le désaccord peut entraîner une rupture, peut-être une solitude, un abandon. Donc ils essaient de s'exprimer quand ils y arrivent, et en même temps ils ont très peur de s'exprimer. Oui. Donc c'est cette dualité que l'on vit, parce que encore une fois, ce qu'on disait au début d'émission, c'est que on a été habitué à ce que tout se passe bien, à ce qu'on réfléchisse pas, à ce qu'on soit d'accord avec tout, et que la personne reste tout le temps avec nous. Et là, quand la personne commence à vouloir avoir un peu d'espace, on est en panique, on comprend pas ce qui se passe. Mais et la personne qui est en face, donc comment elle vit cette peut-être pas emprise, mais cette façon d'être très présente ou trop présente? Alors c'est très important ce que vous dites, Philippe, là, parce que on parlait des mots modernes et de l'ère du temps. Hein. Très souvent, on pense dépendance affective, pervers narcissique. C'est-à-dire que la personne qui serait dépendante affective serait sous l'emprise d'un ou d'une perverse narcissique. C'est faux. C'est faux. C'est-à-dire que vous avez un mécanisme qui s'installe. La personne qui est dépendante affective va en fait à chaque fois vérifier, chercher à vérifier en fait que l'autre personne est bien présente à elle. C'est-à-dire que ça va pas être une recherche. Ça va pas être une suspicion de tromperie ou de choses comme ça ou d'infidélité. Ça va être juste, je veux m'assurer que l'autre est bien disponible pour moi. Au moment où je la sollicite. Je reste la personne la plus importante pour l'autre. Exactement. Donc, par exemple, concrètement, ce sont des personnes qui vont très très vite, tu le disais très bien, Patrick, envahir en fait l'autre personne. L'autre personne va se sentir acculée
parce que il va y avoir énormément, par exemple, de messages, énormément de sollicitations, d'appels, pour à chaque fois se rassurer que elle reste cette personne centrale dans la vie de l'autre. Et bien souvent, on a donc la personne en face qui, elle, va avoir un mécanisme de fuite, surtout si elle est dans une recherche d'autonomie. Et donc, je te fuis, tu me suis. Hein. Donc, du coup, la personne qui va prendre ce recul va susciter encore cette sensation de vide. Ça va en rajouter, en fait. Voilà, exactement. Ouais. Et donc, du coup, ça va monter en mayonnaise et puis jusqu'au moment où on parlait du deuxième stade du couple, où ça craque. C'est d'ailleurs cette deuxième étape du couple, hein, c'est là où se font les séparations et les divorces. Hein. Il faut savoir que... Alors, rappelez cette étape. Alors, c'est donc après la lune de miel où il y a cette fusion, et puis donc l'interdépendance des deux, il y a la phase de différenciation où chacun va s'autonomiser, alors pas au même rythme, mais moi, je redeviens moi avec ma véritable personnalité et je ne vends plus, entre guillemets, en fait, un idéal de moi. Et donc, l'autre commence à voir le partenaire réel avec lequel ou laquelle il est, et plus, en fait, le partenaire idéalisé et imaginé, en fait. C'est-à-dire son imaginaire idéal de ça ou son partenaire, on va dire, parfait. Donc, à ce moment-là, ça passe ou ça casse. C'est-à-dire que si finalement la réalité est progressivement incorporée et acceptée, le couple continue en fait son chemin vers les autres étapes. Si c'est pas le cas, c'est-à-dire que s'il y en a un qui reste dans non, je veux pas que tu te différencies, je veux qu'on reste, que 1 plus 1 continue à faire 1 et que 1 plus 1 ne fasse pas 3, je veux pas d'une entité, d'une troisième entité, je veux que notre couple ce soit moi. Là, ça casse. Et d'ailleurs, on a, dans la grande majorité des couples, il n'y a que 20 à 30% qui passent cette étape-là. Donc ça veut dire très peu finalement de couples. Hein. Mais quand on comprend ce mécanisme-là, généralement, les personnes qui ont fait un travail, quand elles ont analysé ça, en règle générale, quand elles reconstituent un couple, elles sont beaucoup plus attentives à ce moment-là. C'est-à-dire qu'elles acceptent, elles acceptent que dans un couple, comme je disais en début d'émission, il y ait en fait ce va-et-vient entre des moments où on a besoin d'être autonome, où chacun a ses activités, chacun a son jardin secret, chacun a son petit monde, et puis des moments où on est en fusion ensemble, et psychiquement et corporellement. Donc ça, c'est fondamental. Ouais. Et ce qui se joue aussi, c'est ce que disait Nadia, c'est pour l'autre, pour répondre à votre question, Philippe, c'est que l'autre va mettre en place des mécanismes de défense qui lui sont propres, puisqu'il il est dans un processus pas j'allais dire de libération, mais non, d'autonomie. Il est dans un processus d'autonomie et du coup, avec le cadre process, on connaît les mécanismes de défense en fait. On sait que, par exemple, quelqu'un en base persévérant, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser ce qu'on appelle la projection. C'est-à-dire que tout ce que l'autre va faire, il va le lire selon sa grille de valeurs. Donc il va dire bon, si il fait ça, si elle fait ça, c'est que bon, c'est pas elle que je me suis trompé sur la personne. Si elle fait ça, c'est que bon, ses valeurs sont pas les mêmes. Et donc en fait, elle va pas entendre aussi que le partenaire est en dépendance affective et veut juste être rassuré. Et, par exemple, on a le type travailloman, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rationaliser. Donc il va pouvoir dire au conjoint ou à la conjointe, il va lui dire non mais arrête, on n'est plus des enfants. Maintenant on est des adultes, c'est bon. Le côté où on était tout le temps ensemble et tout, ça c'était au début. Donc il va rationaliser le fait que il est en train que l'autre est en train d'être en dépendance affective. Est-ce que ce sont des arguments qui sont entendables ? Non, puisque c'est déjà la personne dépendante. Non, et même lorsque, en fait, là, ce que je décris, ce sont des mécanismes de défense. Ça veut dire que même que la personne qui est en train de dire ça, elle-même, elle est déjà en situation de stress. Parce qu'en fait, on est dans ce qu'on appelle une mécommunication. C'est que les deux, en fait, ce sont les deux peurs, en fait, des deux personnes qui se percutent, qui discutent ensemble. Et donc, on n'est pas dans une communication. Parce qu'une communication, si on prenait une image, la communication, c'est serrer la main. C'est qu'à un moment, on est en
contact. La mécommunication, c'est qu'on n'arrive pas à attraper la main de l'autre, quoi. C'est qu'à chaque fois, l'un ou l'autre, on passe à côté. On passe à côté, en fait. Et si on est en base empathique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va internaliser. Donc on va voir le conjoint ou la conjointe en dépendance affective, on va rien lui dire. Et on va se suradapter jusqu'au moment où on va exploser. Jusqu'à ce que le vase déborde. Exactement. Donc ça aussi. Et après, on a la base rebelle. Lui, il va faire des efforts. Il va essayer de faire tout ce que l'autre demande. Et à un moment, il va plus y arriver. Il va dire non, mais de toute façon, c'est de ta faute tout ça. Tu comprends rien. Moi, j'essaie de t'aider. J'essaie de faire les choses pour toi. Et en fait, tu ne comprends rien. Et ça va renforcer le manque de confiance de la personne dépendante. Et à chaque fois, qui va se dévaloriser d'autant plus, et du coup c'est quelque chose qui peut à ce moment-là, la personne elle a peut-être aussi besoin d'être accompagnée parce que ça peut aller appuyer sur des comme tu dis, des éléments de base qui sont déjà très tangents. Parce que exactement, c'est ça, c'est que le mécanisme de défense qu'on va envoyer pour se protéger va résonner avec notre faille dans notre stade de développement. Donc c'est pour ça que c'est un moment vraiment, vraiment très sensible et qu'il est important de comprendre en fait comment un couple fonctionne. Un couple fonctionne parce que on va avancer ensemble, mais en même temps en étant seul. C'est très particulier. C'est pour ça que je parle d'intelligence amoureuse. C'est que on doit pouvoir avoir la capacité de travailler sur soi, de regarder l'autre avancer sans avoir peur que l'autre nous quitte. Mais ça, c'est pas ce qu'on nous vend. C'est important parce que je reviens sur le profil rebelle que tu décrivais. C'est super important parce que ce qu'on disait par rapport au pervers narcissique, en fait, je pense que c'est un travers de notre époque. Dans un profil comme ça, on pourrait justement facilement dire c'est un pervers narcissique ou c'est une perverse narcissique. Alors que pas du tout, elle est en fait, elle est en réaction face au comportement du dépendant affectif. Mais il y en a un autre. Excuse-moi Patrick, je dis bien, je dis pas qu'il n'y a pas de perverse narcissique, mais je dis juste que au même titre que les troubles de la personnalité dépendante, c'est un état psychopathologique. Donc il faut arrêter d'étiqueter des gens de perverses narcissiques à tout va, à tous les virages. C'est vraiment un diagnostic psychiatrique. Donc on n'étiquette pas les gens comme ça avec facilité. On peut pas le faire parce qu'on pense que non, c'est. D'où l'intérêt de comprendre les personnalités justement. Et là il y a un autre type de personnalité qui lui souvent on me dit non mais en fait j'étais avec un pervers narcissique. On vous dit ça comme ça, Patrick? Ouais, souvent. Ah oui. Ouais. Ou alors je crois que c'est en Asie. Hein. Non mais on me dit non Patrick, tu sais dans ma vie. Si quelqu'un vous dit ça comme ça, ça peut se comprendre. Hein, regardez mes lives, vous allez voir. Bon, d'accord. Bien, donc, et alors, justement. Et en fait, quand on a une base promoteur, notre mécanisme de défense, c'est quoi? On a du mal avec l'intimité. Donc, on va voir que la personne va essayer de nous attraper. Elle rentre dans votre espace personnel. Exactement. Donc, on va faire quoi? On va lui dire ce qu'elle a envie d'entendre pour qu'elle nous laisse tranquille. On va aller soit la séduire, soit la manipuler. Mais pour que la personne nous laisse tranquille. Pour qu'elle se sente rassurée et que du coup elle reprenne du recul. Et qu'elle prenne du recul, elle me dit ok, je lui dis ça, elle me laisse tranquille. Et là souvent on va dire non mais tu vois c'était un manipulateur. Non, c'était pas un manipulateur. Peut-être que là toi t'étais en trop forte demande, des demandes qu'il ne savait pas combler, qu'il ne pouvait pas combler. Et lui le seul moyen qu'il a appris depuis qu'il est petit, c'est ça. Donc, en fait, on n'est pas face à de la pathologie. On est juste entre deux personnes qui essaient de communiquer avec ce qu'ils sont, avec ce qu'ils ont appris, avec ce qu'ils ont hérité, avec ce qu'ils ont expérimenté. Donc, c'est pour ça que c'est important de un peu démystifier tout ça. La suite dans une prochaine émission, parce qu'on n'est pas allé au bout du sujet. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net. Je rappelle également que vous pouvez regarder la captation de l'émission sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Vous pouvez mettre vos commentaires d'ailleurs. Et si vous avez des questions à poser, on y répondra. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.